Donc bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour cette conférence, la signature olfactive de votre spa ou de votre lieu de beauté. Donc nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui nos trois intervenantes. Je vais vous présenter Isabelle Ferrand, 5e sens, la spécialiste de l'olfaction qui va tout vous dire, tout ce que vous n'avez jamais osé demander sur ce que peut être le parfum. Isabelle Ferrand est la créatrice de 5e sens, une société de formation avec de magnifiques programmes. Et Isabelle est également notre modératrice aujourd'hui. Isabelle Trombert, que nous avons déjà largement présentée, à la fois créatrice, je dirais spa opérateur, créatrice de différents concepts de spa, de massage. Donc je pense qu'Isabelle vous dira tout sur comment on crée une signature olfactive. C'est là le but de son intervention. Et nous avons Véronique Brun, des laboratoires Vie Arôme, qui est absolument paniquée de parler devant le public. Donc je pense que vous allez vraiment l'encourager. Alors on fait un grand bravo, Véronique. Véronique, c'est la créatrice dans les laboratoires qui va tout nous dire sur les huiles essentielles, sur l'aromathérapie. Et Véronique a eu la gentillesse également de nous apporter un magnifique livre qui est en vente au stand Spa pour 24,90 €. Donc j'insiste. Si vous souhaitez également, donc on n'est pas là pour faire la vente, on va le faire quand même, mais elle a aussi travaillé sur de très très jolies choses pour le spa. Donc mesdames, la parole est à vous et je vous souhaite une belle conférence à tous. Merci Marie-Paul. Est-ce que vous préférez que je garde le micro ou est-ce que je peux l'enlever? Je le garde. Okay. Très bien. Bien, ravie d'être présente aujourd'hui. Merci Marie-Paul de m'avoir invitée et d'avoir introduit donc cet atelier, cette conférence. Donc, et puis merci de personnes qui sont autour de moi, parce que je pense que c'est important effectivement d'aller au-delà simplement de la physiologie de l'odorat, de l'importance effectivement de l'olfactif dans sa vie de tous les jours, pas seulement dans l'univers des spas, mais donc Isabelle et Véronique iront au-delà donc de ce qu'on peut faire grâce à l'olfactif donc dans votre univers. Donc avant tout, moi je voulais vous parler du lien important des odeurs et des émotions. Donc tout est parti de là. L'olfactif et l'émotionnel se trouvent vraiment au carrefour de notre mémoire. Et je vais essayer de vous expliquer effectivement pourquoi ce lien est aussi important et qu'est-ce qu'il va amener dans la vie de tous les jours si on exploite donc le sens de l'odorat. Donc on dit effectivement la relation émotionnelle face aux odeurs est complètement liée à nos souvenirs olfactifs. Et on est souvent beaucoup plus ému lorsqu'on ressent le parfum d'une personne qui nous a quittés plutôt que de revoir sa photo. C'est-à-dire que l'olfactif a quelque chose de vivant, de réel, qu'une photo n'a pas. Et on va voir effectivement tout ce chemin. Donc le sens de l'odorat se trouve au carrefour de nos émotions et de notre mémoire. Alors une petite question, est-ce que vous savez avec quoi on sent? Qu'est-ce qui nous permet de sentir? Vous êtes en train de vous me dire, mais qu'est-ce qu'elle me pose comme question là? Il y a un piège. Oui, voilà. En fait, spontanément, on a envie de répondre le nez. C'est vrai que si on veut sentir une odeur, l'odeur, on l'approche de notre nez. Mais en fait, c'est pas le nez qui sent, mais c'est le cerveau. Et c'est effectivement au travers de récepteurs. Et je vais vous expliquer donc ce petit schéma. Alors, je vous fais découvrir cette petite vidéo, voilà, pour vous montrer en fait le trajet des odeurs jusqu'au cerveau. Donc au plus profond de votre cavité nasale, il y a donc ce qu'on appelle la muqueuse olfactive qui va capter les odeurs pour envoyer un message vers le cerveau. Vous voyez ces petites molécules donc, qui atteignent les récepteurs. Le récepteur capte la molécule et envoie donc le message au cerveau pour lui permettre donc la reconnaissance et l'association de l'odeur à une image. Vous avez vu au début, donc effectivement, il sentait un brin de lilas, donc tout le trajet pour arriver au cerveau et la mémorisation donc de l'odeur du lilas. Alors, je vous l'ai mis sous forme de schéma
pour bien comprendre. Donc, les odeurs passent par les fosses nasales, arrivent au plus profond de la cavité nasale, donc au niveau des sinus. La muqueuse olfactive est de l'ordre de 1 à 2 cm² chez l'être humain, alors que chez les animaux, la muqueuse olfactive est de plus de 100 cm², notamment chez le chien. C'est pour ça qu'on dit que les animaux ont un odorat qui est beaucoup plus développé que le nôtre. La muqueuse olfactive est tapissée de milliers de cils olfactifs qui sont des récepteurs d'odeur que vous avez vu dans la petite vidéo. Donc lorsqu'une molécule arrive, elle est captée par le récepteur et elle envoie un message au cerveau. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces cils olfactifs se régénèrent toutes les 24 heures. Tous les matins, vous vous réveillez avec un odorat tout neuf. Le cycle du sommeil, donc, régénère l'odorat. Et ensuite, ces récepteurs, ces cils olfactifs, donc, traversent ce qu'on appelle la lame criblée de l'ethmoïde, qui est une partie du squelette crânien, pour atteindre le bulbe olfactif, où là, c'est un centre neurosensoriel qui envoie le message au cerveau. Et là, ce sont les seuls neurones du corps humain à se régénérer. Et là, on a une régénérescence tous les 40 jours. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a entendu énormément parler des problèmes d'anosmie dans le cadre de la pandémie et donc de la Covid, qui est effectivement un des symptômes sur cette maladie. Eh bien, on dit que les personnes qui ont été touchées d'un point de vue olfactif peuvent retrouver, et heureusement, l'odorat, mais au bout d'un certain temps. Et en fait, il faut que toute cette séquence de régénération ait eu lieu, et à un moment donné, il y a aussi besoin de rééduquer l'odorat pour donc le retrouver complètement. Alors, la perte de l'odorat, donc c'est ce qu'on appelle l'anosmie. Donc c'est un mot aujourd'hui que tout le monde connaît, alors que peut-être quelques années en arrière, il était encore méconnu. Quand en formation, je posais la question, rares étaient les personnes qui pouvaient donner la réponse, alors que maintenant, il est beaucoup plus connu. Donc, anosmie totale ou partielle. Totale, on ne sent plus rien. Partielle, on peut très bien être anosmique à certaines familles olfactives et pas d'autres. Et les causes, et une personne qui est anosmique, elle va avoir une altération de la qualité de sa vie, parce que qui dit anosmie dit en partie manque de plaisir au moment par rapport à l'alimentation, hein, et donc la perte du goût, c'est ce qu'on appelle l'agueusie, mais qui ne sont pas forcément liés, mais l'odorat est extrêmement important, associé à l'alimentation. Ensuite, trouble de l'appétit. Effectivement, une personne qui est anosmique, elle va perdre l'envie de se nourrir. Et des risques d'accidents domestiques. Et ça, on n'y pense pas forcément, mais il y a toute une étude qui a été faite par les pompiers de Paris. Eh bien, il y a 80% des victimes dans les explosions au gaz ou les incendies qui étaient anosmiques. Elles n'ont pas senti le danger. Effectivement, l'odorat nous permet aussi donc de ne pas manger un aliment qui est avarié parce qu'il va avoir une odeur nauséabonde. L'odorat est important, vraiment, dans la vie de tous les jours. En termes d'anosmie, il peut y avoir donc... le verre est flashy. Il peut y avoir donc différents niveaux. Donc l'anosmie, je vous ai dit, perte totale ou partielle de l'odorat. Ensuite, on peut avoir des hyperosmies, c'est les personnes qui sentent très bien les odeurs. Et notamment, on dit qu'une femme enceinte est hyperosmique, parce que hormonal, les phéromones donc, développent la capacité olfactive. On peut avoir des hyposmies, donc les personnes qui sentent moins bien les odeurs. Des phantosmies, donc là c'est des hallucinations olfactives. On sent une odeur qui n'est réellement pas présente. Donc l'anosmie, on en a parlé. Et parosmie, c'est un petit peu la dyslexie du nez. C'est-à-dire qu'on confond les odeurs. Hein, ou comme les personnes qui confondent les couleurs. Donc, voilà, un petit peu... Alors, pourquoi donc toute cette présentation, bien comprendre donc la physiologie de l'odorat, c'est que de plus en plus, l'odorat est exploité à des fins marketing. Et c'est ce qu'on appelle donc le marketing olfactif ou le marketing polysensoriel. Donc des études ont été prouvées dans l'utilisation donc des différents sens exploités dans le polysensoriel et principalement sur l'olfactif. Lorsqu'un point de vente ou un espace est parfumé,
il y a plus 38% d'achats d'impulsion, il y a plus 50% de trafic en plus sur le point de vente et plus 78% d'intention de retour. Parce qu'effectivement, il y a un bien-être qui s'installe de par la présence olfactive dans l'espace. Alors, c'est inconscient, le parfum doit être extrêmement bien dosé, donc là il y a des tas d'éléments à prendre en compte pour pouvoir atteindre donc l'ensemble de ces chiffres. Mais effectivement, c'est vraiment un plus d'apporter l'olfactif donc dans nos espaces et de savoir bien l'amener. Et je crois que Isabelle et Véronique, c'est ce qu'elles vont aussi nous expliquer. Donc, j'aime beaucoup cette citation, donc dit l'odeur est comme un tatouage indélébile imprimé dans notre mémoire. Et donc, un bébé reconnaît sa mère à son odeur. Et il faut savoir que le fœtus commence à sentir dès le 3e mois de grossesse. Et en fait, il s'imprègne de toutes les odeurs du liquide amniotique qui est donc... et les odeurs sont amenées par l'alimentation de la maman. Et on dit que quand le bébé naît, un des premiers éléments, même avant de la reconnaître visuellement, il reconnaît le sein maternel, même le lait maternel, à son odeur. Donc il y a vraiment ce lien qui est très marqué. Donc qu'est-ce que le marketing sensoriel ? On dit que dans ce marketing sensoriel, on peut apporter du bien-être, de la réminiscence, des émotions, une préférence de marque, une mémorisation, une identité. Pendant des années, on a été sur le visuel avec donc cette volonté d'avoir un nom, d'avoir un logo, d'avoir un choix d'un code couleur, en disant que c'était extrêmement important. Et bien aujourd'hui, on est entré dans l'ère de l'olfactif. Et à ce logo et à ce nom, on y associe un parfum. Donc c'est l'ensemble du marketing sensoriel, donc on dit que c'est un ensemble d'actions menées par des producteurs ou des distributeurs pour créer autour d'un produit ou d'un service une atmosphère multisensorielle pour favoriser le wellness, puisqu'on est dans l'univers des spas, donc je pense que c'est important de le préciser, mais aussi l'acte d'achat. Donc tout ça pour vous dire que c'est important d'exploiter le syndrome de Proust pour faire effectivement raviver de souvenirs heureux. Donc tout le monde le connaît, hein, le syndrome de Proust, donc dans cette odeur, la mémoire de l'odeur de la Madeleine, hein, qui est repris dès qu'on parle d'une mémoire olfactive, on repense donc à cet écrivain. Et ensuite donc de dire qu'une odeur agréable a un impact sur notre humeur. Ça, c'est indéniable. Et elle augmente une productivité et une créativité. Et ça amène aussi à une discussion. Alors, c'est vrai que ça peut faire peur de dire parce qu'on va utiliser telle ou telle odeur, on me l'a déjà demandé, pour augmenter la productivité dans des usines. L'olfactif, là, peut faire peur. Se dire, mais à l'insu donc, des personnes, c'est de pouvoir augmenter la cadence. Donc c'est là où il faut faire très attention dans l'utilisation donc des odeurs au niveau de son espace. Donc effectivement, dans le spa, il ne faut plus, je pense, parler de marketing olfactif, mais il faut vraiment parler d'une expérience émotionnelle pour donner envie de prolonger l'expérience, donc apaiser le corps et l'esprit. Et donc c'est là où je donne la parole à Isabelle. Voilà. Bonjour. Donc je vais essayer de vous partager comment concrètement mettre en application cela. Cette expérience émotionnelle est très importante puisque c'est elle qui conditionne le vécu de cette expérience client. Donc on est multisensoriel dans le spa, on développe les 5 sens. Aujourd'hui, je ne vais évoquer dans cette conférence uniquement le sens olfactif, dans le but bien évidemment d'apaiser le corps et l'esprit. Non, merci. Est-ce que tu veux... Non, pas de souci, tout va bien. Merci, je suis bien. Merci Isabelle. Pour passer les diapos, tu me diras. Ah bah tu peux aussi, pas de souci. Bon, merci, c'est gentil pour le logo, c'est le nouveau logo. Donc en fait, effectivement dans un spa, on va avoir, on va marier l'olfactif à tous les autres sens.
Il ne doit pas prendre le dessus, donc on doit le doser. Il ne doit pas prendre le dessus sur le toucher, la lumière, le son, la musique. On équilibre tous les 5 sens. Mais effectivement, donc là il y a des photos qui illustrent. On peut travailler donc sur la diffusion du parfum. Je vais vous dire juste des astuces très concrètes. La diffusion du parfum dans l'espace. Alors nous faisons très attention de choisir des modes de diffusion qui ne dénaturent pas l'odeur ou les propriétés émotionnelles ou thérapeutiques. Je pense que vous allez le développer. Et donc des diffuseurs qui flattent l'essence. On a par exemple un de nos adhérents, on y reviendra à la fin, je crois, Marc Massin, qui a développé aussi des petites graines qui diffusent beaucoup de produits. Très bien les produits et qui diffusent très très bien les odeurs. Donc il y a des spas qui créent, comme avec des personnes comme Isabelle, leur propre signature. Ou, c'est très important, quand on travaille avec une marque de cosmétiques, de relayer, parce que la marque de cosmétiques que l'on utilise, elle a un message, elle a l'identité, et donc d'énormément relayer cela, de ritualiser le parcours client et l'accueil par de la vaporisation, par une ritualisation du parcours et de l'expérience de soins, avec des temps où l'on va vaporiser. On essaie d'être subtil, de vaporiser la table de soins avant que la personne arrive, que s'installe sur un linge frais. On peut avoir effectivement des images où on va utiliser les parfums dans des rituels d'accueil comme le bain de pied. On peut aussi vaporiser les senteurs et les parfums, par exemple sur les oshibori. Les oshibori sont des petites serviettes de vapeur que l'on met à chauffer. Mais on peut vaporiser la senteur, les rouler, les mettre dans la machine, et quand on va les dérouler, on retrouvera cette signature. Donc en fait, il y a énormément de temps où on va venir apporter ces senteurs et donc nous donner toutes les deux tous les produits, toutes les clés pour le faire. Et si vous savez pas trop en fin de conférence comment faire concrètement, je serai là et je pourrais vous dire comment on peut faire concrètement. Merci. Alors, non, pas encore. Donc, comment je crée une signature olfactive dans un spa. Ce qui est très intéressant, j'ai presque fini. Ce qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez moi, j'aime travailler avec des choses simples. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un environnement, un spa, nécessairement sur le lieu dans lequel vous êtes, il y a forcément une histoire, il y a forcément un biotope. Même si vous êtes à Paris, il y a de la nature, il y a du biotope aussi, il y a des tilleuls, il y a des choses comme ça. Donc vous pouvez vous immerger dans les plantes qui correspondent au lieu dans lequel vous êtes et faire quelque chose de très simple. Et si, alors là, Marie-Paul nous a mis des belles images de sa bibliothèque personnelle, donc de la Réunion ou ailleurs. Et en fait, il ne faut pas parfois aller chercher midi à 14h et d'aller prendre des plantes qui viennent de l'autre bout de la planète et qui vont peut-être parfois contribuer, comme le bois de santal, ça contribue à la déforestation, donc ça ne sert à rien d'aller chercher des plantes où on va abîmer la nature pour avoir les senteurs, parce que souvent, quand je vais dans un hôtel, dans le jardin même, autour du spa, il y a déjà les clés, des plantes et des végétaux qui vont être une magnifique signature olfactive. Et je préfère parfois prendre un très beau romarin qui a été merveilleusement distillé ou un cyprès qui est sublime, plutôt que d'aller chercher quelque chose un peu tiré par les cheveux où on veut faire un triple loot olfactif. Et en fait, voilà, j'aime ça. Et donc, j'aime m'imprégner de l'histoire même que l'on raconte dans le spa et qui définit ce concept de spa pour garder cette cohérence aussi sur la signature olfactive. Je ne sais pas si j'étais claire. Ce qu'on peut peut-être aussi rajouter, il faut faire très attention à déjà l'univers olfactif des produits que vous utilisez dans le spa. Puisque forcément, dans une cabine, tel ou tel produit qui est très parfumé va diffuser. Donc attention à la cacophonie olfactive. On peut vraiment dire ça, que les produits eux-mêmes ont déjà une odeur. Rajouter une odeur supplémentaire, il faut être conscient et cohérent dans le choix donc, de cette odeur, de ce parfum qu'on va rajouter. Et l'idée d'un choix d'une plante peut effectivement donc, permettre de trouver un mariage plus facile plutôt qu'un parfum trop compliqué. Exactement, merci. Donc en fait, faire simple et beau, mais simple. Et la prochaine. Et
Comment utiliser les URL. Donc je me tiens à votre disposition à la fin de la conférence. Merci Paul, c'est le site web à la fin. Donc en fait, je me tiens à votre disposition pour pouvoir répondre sur les applications concrètes si vous avez des questions. Je vais rebondir sur les huiles essentielles et les matières premières effectivement naturelles. Et voilà, donc elle parle de simplicité, de beauté. Moi, je rajouterais le qualitatif. Quand vous avez une huile essentielle, donc moi je représente une marque Viarome pour l'aromathérapie, c'est un monde en soi qui complète peut-être le monde des parfums, effectivement, mais qui a une autre démarche que je vais tenter de vous expliquer très rapidement en 10 minutes. Voilà, donc le qualitatif, parce qu'une lavande, on peut en trouver de toutes sortes. Moi je préfère la lavande fine de Provence, parce qu'elle a vécu sur un terroir, à une altitude, avec un ensoleillement qui fait toute sa différence en termes de composition moléculaire. Et bien sûr, ça se ressent. Et ça a des propriétés derrière extraordinaires, notamment en termes de relaxation. Et pourquoi pas l'agrémenter de plantes, effectivement, dans son protocole soin. De même les agrumes, je préfère de l'agrume venant de Sicile, un bon citron distillé naissant. Donc là on parlera plutôt d'une essence, distillée, donc l'expression mécanique à froid. Et vous verrez toute la différence en termes de senteur. Et du coup, quand vous faites une synergie derrière, eh bien voilà, vous avez une signature derrière qui est qualitative et qui parlera au niveau des émotions et sur le plan thérapeutique. Donc je vais enchaîner. On dit que quand on distille, il y a l'âme de la plante que l'on recueille. Et vraiment, dans l'aromathérapie, on est dans cette démarche. Alors, c'est une démarche de bien-être. Et je pense qu'elle peut vraiment s'inscrire dans le monde du spa. C'est un peu une démarche nouvelle. Je suis d'accord sur le fait qu'il ne faille pas saturer. Et par contre, je vais essayer de vous faire découvrir toute la palette de ce que vous pouvez faire. Et après, vous choisissez, vous arrangez à votre façon. Bien sûr, il y a les huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles, c'est la base. Elles ont une identité moléculaire. Ce sont des bouquets moléculaires avec des propriétés très riches. Parfois, on ne comprend pas pourquoi une même huile essentielle peut être relaxante et avoir une influence sur le système endocrinien ou voilà, sur la digestion. Mais si, tout ça, ça se tient. Quand on comprend la plante, on peut comprendre ça. Voilà. Donc, elles ont aussi une information énergétique. Ce sont des concentrés solaires. Et cette énergie, quelque part, je dirais qu'elle répond à l'énergie du praticien quand il fait un massage. Justement, l'utilisation d'huile essentielle va prolonger le geste du thérapeute ou du masseur. Et ça peut être vraiment une complémentarité très intéressante. Vous avez aussi l'hydrolathérapie, qui est très complémentaire des huiles essentielles. Que ce soit huile essentielle ou hydrolathérapie, il y a une mémoire de l'information de la plante. Là, je ne rentrerai pas dans la physique quantique, mais on y est. Pourquoi cet assemblage moléculaire donne de telles propriétés et va avoir une sélectivité au niveau de l'organe qu'elle va adresser quand on va l'appliquer? Eh bien, ça s'explique. Voilà. Donc, j'ai essayé de résumer un petit peu toute la palette de potentialités d'une huile essentielle, d'une signature olfactive. Vous allez pouvoir aller sur la spiritualité. Donc là, on est dans une sphère déjà, mais pas. Si vous appliquez ça, voilà, si vous voulez utiliser des huiles sacrées, on y va, hein, dans la spiritualité avec de l'encens, de la myrrhe, par exemple, du nard, de l'Himalaya. Rééquilibrage du terrain, donc là on est plutôt sur le côté physiologique. L'huile essentielle a ses propriétés moléculaires, on parle au système limbique, et par derrière, eh bien, effectivement, il y a une régulation de la physiologie du corps. Donc là on est vraiment dans une volonté de rééquilibrage du terrain, c'est plus thérapeutique, je vous l'accorde. Régulation des émotions et des tempéraments. Alors je ne parlerai pas des tempéraments hippocratiques, voilà, il y a des tempéraments aussi chinois. Dans l'Ayurveda, il y a aussi, je connais un petit peu moins, mais voilà, il y a tout un univers. Il y a une régulation en fait par la fragrance, par la couleur de l'huile essentielle, par son énergie interne, solaire. Une huile essentielle, son bouquet moléculaire va lui donner une vibration énergétique et aussi un potentiel énergétique électrique. Et ça va effectivement induire des propriétés, ce que j'ai mis au référentiel électrique, avec de la relaxation et de la tonicité. Les transparents, bon, tant pis, on les oublie un petit peu.
il ne faut pas oublier la dimension du plaisir et du bien-être. Avant toute chose, quand les gens vont dans un spa, c'est pour avoir une expérience unique, de par le praticien, mais aussi l'univers qu'on lui propose. C'est du plaisir avant toute chose. Et la vitalité, les huiles essentielles sont antioxydantes pour la plupart. J'ai parlé de rééquilibrage énergétique. Voilà, on peut améliorer le bien-être et la santé de la personne. Donc là, on parle effectivement beaucoup d'aromathérapie, donc en fait la thérapie par les arômes, hein, si on retourne le mot, donc ces huiles essentielles ont des vertus apaisantes ou stimulantes et vont jouer sur les organes, donc ça on a très bien compris. Mais moi je parlerai aussi d'aromacologie, qui est en fait l'étude du comportement humain face aux odeurs. Et là, ce n'est pas forcément une science exacte, puisqu'en fonction de son vécu, on peut très bien beaucoup apprécier l'huile essentielle de citron, parce qu'il y a un souvenir au travers du citron qui est, pour une telle personne, dans le bonheur. Mais une autre personne peut très bien ne pas aimer le citron, parce qu'elle va associer l'odeur du citron à un moment terrible de sa vie. Donc c'est là aussi où il faut faire très attention vis-à-vis de son patient. Je ne parle pas de patient, de client. Donc de savoir aussi peut-être aller vers cette direction de bien liée aromathérapie et aromacologie. Merci Isabelle. Effectivement, l'olfactothérapie, ça ne sert à rien d'utiliser une huile essentielle si la personne la rejette. Le soin sera raté, l'action sera ratée parce que la personne intuitivement choisit une huile essentielle qui lui parle et qui aura une utilité physiologique derrière. Donc je suis bien d'accord avec toi. Pour finir, parce que j'ai très peu de temps, je voulais vous dire qu'en fait, en termes de produits, ce que vous pouvez utiliser, c'est bien sûr des parfums d'ambiance. Isabelle Trombert vous a expliqué les utilisations possibles. Je rajouterai le côté un petit peu antiseptique aussi et de désodorisation des cabines quand il y a lieu. Vous choisirez bien sûr le bouquet ou la fragrance en fonction de votre soin, de l'univers que vous voulez créer. Donc là, je ne vous explique pas comment on crée une synergie, mais ça rejoint beaucoup la pyramide olfactive pour les parfums, sachant qu'on ne peut pas faire de la mûre en aromathérapie. Hein, ça sert à rien de demander du cassis ou de la mûre, je ne peux pas faire, ça n'existe pas en huile essentielle. Non, et c'est pour ça que dans les bars à texture et les bars à odeur, dans les spas, vous avez toujours plusieurs cloches, les cloches en verre que l'on retourne, parce qu'au cas où des odeurs ne soient pas agréables, ne soient pas un souvenir agréable pour le client, il y a toujours plusieurs options. Il n'y a jamais une seule huile de massage, jamais un seul gommage. Il y a toujours plusieurs choix, plusieurs entrées qui vont permettre au client d'aller vers une odeur qui, en fait, inconsciemment lui convient, lui parle au niveau de son inconscient. Par exemple, pour les 5 éléments, c'est une gamme qu'on a développée pour Taïwan. Donc ça répond donc à la problématique de médecine traditionnelle chinoise avec le yin, le yang, des huiles essentielles plutôt froides, on va dire, ou en tout cas avec un potentiel énergétique négatif, qui seront très relaxantes, calmantes, et puis le côté yang, plutôt tonique. Voilà. Et avec cette gamme, en fait, bois, éléments feu, éléments terre, éléments métal, et il m'en manque toujours une, c'est je crois que j'ai eau, terre, bois, métal, il m'en manque toujours une. Le feu, voilà. Eh bien, on fait une introduction par l'olfactif. Voilà. Bien sûr, il y a un premier recueil du besoin de la cliente, si c'est plutôt voilà, un problème de burn-out, un problème de locomoteur, d'articulation qui ne va pas, etc. Donc on fera un premier recueil de ses besoins, mais on va lui faire sentir pour que le soin soit efficace. Sinon, ça ne fonctionne pas. Voilà. Ensuite, vous avez donc des frictions. Ça, c'est des prêts à l'emploi. C'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps en spa de faire une proposition et faire ces mélanges. C'est l'idéal, mais on n'a pas toujours le temps. Donc, c'est parfois très pratique d'avoir une synergie prête à l'emploi avec donc les vertus que l'on entend développer par derrière dans le soin, donc qui se mélangent dans une huile vierge qu'on choisira aussi en fonction de ses propriétés anti-inflammatoires, qui pénètrent bien. Le temps ou la compétence, parce que tous les praticiens ne connaissent pas. Mais ça, si un praticien, parfois, on peut lui dire qu'il faut doser à 3%, il va nous regarder, oui, donc concrètement, je mets combien de gouttes? Puis on parlait de maman ou de bébé, évidemment, on ne va pas utiliser d'huile essentielle par principe de précaution, ou très très peu, ou si vraiment on connaît bien son huile essentielle. Donc on ne fait pas tout et n'importe quoi, évidemment, avec les huiles essentielles, sinon on peut
s'exposer à des problèmes. Hein. Ça, c'est normal, c'est comme toute chose, si on l'utilise mal, là. Parce que ça, donc, il y a des propriétés thérapeutiques et puis il y a un monde, voilà. Et Donc, ça ne salit pas le jacuzzi. Voilà. Après, l'huile essentielle, bien entendu, si vous voulez l'utiliser, c'est à petit dosage et dans une base, un dispersant ou bien un shampoing neutre ou bien de l'huile de ricin, ça peut fonctionner aussi. Voilà, on ne reste pas plus de 20 minutes quand on a mis des huiles essentielles dans un bain aromatique parce que ça dilate totalement les pores et donc ça rentre tout de suite dans la circulation sanguine. Il faut doser aussi les choses. On peut vous conseiller, on peut vous accompagner si vous avez des projets. Les grogues aromatiques, alors ça, ce sont des petites tisanes aromatiques en interne. Ça peut, dans votre protocole soin, ça peut être une idée. Vous allez travailler plutôt la minceur, la relaxation, voilà, là, le côté respiratoire. Et bien, vous mettez dans une petite base de miel ou une petite base de sirop d'agave. Et puis, vous servez ça à votre client soit en introduction, soit pour clôturer le soin. Oui, il faut essayer un maximum que les interactions avec les huiles essentielles ou les senteurs soient pour le client et non pas trop pour les praticiens. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si les praticiens sont trop au contact des senteurs et des huiles essentielles, c'est pas le client qui va être en danger, c'est le praticien. Donc nous faisons très attention, et je pense que ça dans vos catalogues vous devez le préciser, ne pas utiliser d'huiles essentielles qui contiennent des cétones, des phénols ou des aldéhydes cinnamiques parce que c'est vraiment trop puissant et ça peut faire du mal aux praticiens avant de faire du mal aux clients puisque eux ils sont toute la journée. Donc on essaie de faire en sorte que les interactions avec les huiles essentielles et cette expérience olfactive elle soit principalement adressée et destinée au client. Que ce soit lui qui reçoive ces molécules-là plus que le praticien, faire un peu attention à ses équipes sur ça. J'ai un exemple d'un spa qui m'avait commandé de l'orange douce. Puis il m'avait appelé, il m'a dit ma praticienne a des allergies, elle a mal aux doigts. Oui, bah, sauf que l'orange douce, il y a beaucoup de monoterpènes, c'est irritant, et que c'est pas parce que ça s'appelle doux que ça fonctionne comme ça, quoi. Donc oui, il fallait me demander peut-être au niveau de la synergie, le dosage qu'il fallait. Et effectivement, l'orange douce peut s'utiliser seul ou en association avec d'autres huiles essentielles, mais à un certain dosage. En fait, on ne dépasse jamais dans une base le 1% pour l'huile avec laquelle les praticiens massent. Quand on ne connaît pas, il vaut mieux faire ça, effectivement. Et quand c'est un massage en plus de longue durée ou répétitif... En fait, les praticiens sont, voilà, dans les huiles toute la journée. Donc jamais plus de 1% pour leur huile à eux, celle qu'ils utilisent pour faire le soin. Après, si le client achète pour lui, chez lui, une huile plus dosée, ça va, c'est pas un problème puisqu'il ne va pas y passer ses journées. Voilà, donc pour conclure, je dirais que l'aromathérapie, donc ce sont des produits 100%, enfin en tout cas nous on utilise des produits 100% bio, purs et naturels, ce qui est dans l'attente aujourd'hui des clients. Il faut être professionnel, donc connaître ces produits, bien les utiliser. Vous voyez que vous avez toute une palette d'utilisation qui peut être intéressante, variée, les hydrolats aussi en interne, ça peut être une belle offre pour détoxifier après le massage. C'est aussi une personnalisation du soin. Voilà, la personne qui vient, c'est pas la personne lambda. On lui offre du bien-être, on s'occupe de sa problématique. Voilà. Et puis par derrière, vous pouvez éventuellement avoir une offre produit qui accompagne cette problématique. Et puis, effectivement, le client est acteur de son soin. C'est très important aussi. Voilà. Donc j'espère vous avoir donné une nouvelle ouverture, un nouvel éclirage. Oui, très bien. Merci. Alors, il y a un adhérent SPA, comme j'en parlais, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc on parle de Marc. Vous ne pouvez pas être avec nous aujourd'hui. Il ne pouvait pas, justement. Et il a créé Camille aussi, et qui a des magnifiques parfums aussi pour le spa. Donc, on a aussi cet adhérent-là avec nous. Et sa machine, il a créé une machine où il y a des petites graines. Donc, soit vous pouvez prendre ces senteurs à lui, soit si vous avez votre signature olfactive de votre spa qui a été créée par un nez, par exemple, ou que vous avez des produits autres que vous aimez utiliser, en fait, on peut mettre sur ces graines le parfum que l'on veut. Et c'est génial, c'est extraordinaire, c'est des graines de silice. Il y a beaucoup de choses pour le hammam et le sauna aussi. Oui, il fait beaucoup de choses pour le hammam, le sauna. Voir son site. Voilà. Donc, quand même, on ne pouvait pas faire une conférence sur l'aromathérapie sans parler de Marc, qu'on adore à l'association.
avez des questions, je crois qu'il nous reste quelques minutes, mais vous l'avez compris, voilà, une signature olfactive, ben, il faut effectivement s'adresser à des professionnels. Le 100% naturel n'est pas 100% sans danger s'il est mal utilisé. Et le dosage est extrêmement important. Et aujourd'hui, on a de plus en plus donc, de molécules qui sont obtenues par la chimie verte, donc par des réactions bio-enzymatiques que nous, on utilise de plus en plus dans nos parfums et qui peuvent avoir effectivement un niveau aussi important qu'un parfum qui va être 100% naturel ou une huile essentielle dont on ne maîtrise pas forcément toujours l'ensemble des molécules odorantes composées dans cette huile. Des questions? Oui, j'ai une question. Vous avez une offre aux adhérents spa, l'une et l'autre? Ah oui, j'ai 15% de bienvenue si vous souhaitez. J'ai pris quelques produits pour ceux que ça peut intéresser. Et puis sinon, j'avais diffusé une petite senteur, je ne sais pas si elle persiste. Et c'était un petit quiz pour voir, j'ai vu tout de suite les personnes réagir, ça m'a fait plaisir. Et je voulais voir si quelqu'un avait identifié la senteur éventuellement. Moi, j'en ai plein, mais La motte, on m'a dit. Je l'ai pas senti. Parce que je ne l'ai pas fait ici. Ah, je ne l'ai pas senti. Voilà, donc j'en avais mis un petit peu là-bas. Donc bon, pour information, c'était de la verveine exotique. Donc on était effectivement dans les sites de travail. Pas loin, c'était pas loin. Vous direz ça à votre collègue parce qu'elle était intriguée aussi. Et effectivement, donc Marie-Paul, merci de le rappeler, mais donc chez 5e Sens, on a mis en place voilà, une journée de formation dédiée à l'olfactif et à l'utilisation de l'odorat dans le bien-être, donc avec un tarif donc, spécial pour les adhérents de SPA. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par cette formation. Puis si vous avez des questions, comment on fait concrètement, ou des petits secrets de spa, je suis là. Merci de votre attention.